L'information comme bien public a été choisie comme thème pour célébrer la liberté de la presse dans le monde. Gérard Guédégbé espérant développement des stratégies de médias donnera son avis sur le thème. Plus de 600 migrants ont été secourus en 48 heures au large de la côte ouest de la Libye par les gardes-côtes. C'est ce qu'a indiqué la marine libyenne ce début de semaine. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a enjoint dimanche à son gouvernement d'ouvrir un dialogue avec les partenaires sociaux, ceci pour tenter d'apaiser la colère sociale qui monte dans le pays de plus en plus. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. La journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée hier. Cette année, le thème retenu est l'information comme bien public, soulignant la valeur incontestable d'une information vérifiée et également stable. Mais les conditions sont-elles favorables pour de pareilles informations au Bénin et en Afrique en général et de manière générale, donc pour faire de l'information un bien public? C'est une préoccupation soumise à l'expert en stratégie des médias, Gérard Guédégbé. Écoutez sa réaction. Nous sommes dans un système où de plus en plus l'information que nous avons, les acteurs qui payent pour cette information n'ont pas toujours un intérêt public. Vous savez que la liberté d'expression n'est pas un privilège des journalistes, c'est plutôt un droit des citoyens. Et donc, si les journalistes n'ont pas la capacité de permettre aux citoyens de jouir de ce droit à l'information, cela pose un problème. Et donc, la question que je me suis posée, la deuxième, c'est pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et moi, je pense que l'une des raisons évidentes, je ne suis pas exhaustif, c'est d'abord le modèle économique de la presse, qui est un modèle essentiellement de prestations, ou un modèle qui a un lien fort avec des puissances qui pouvont imposer un agenda. Le journaliste, beaucoup plus aujourd'hui, n'a plus le choix du sujet de l'information. Ce choix est certainement imposé par des relations qu'il a, ça peut être relations d'affaires, ça peut être relations de partenariat avec des acteurs publics qui définissent le contenu de l'information. Et donc le public se perd. Et donc, information comme bien public, le défi est de savoir comment est-ce que nous pouvons avoir aujourd'hui des modèles économiques qui soient capables d'offrir un peu plus d'espace pour le journaliste de produire une information d'intérêt public. 24 présumés terroristes capturés mercredi dernier par l'armée dans l'ouest du Niger, proche du Mali, ont été tués alors qu'ils tentaient de s'évader. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche soir dans un communiqué le gouvernement. Selon un communiqué du ministère de la Défense lu à la radio publique nigérienne, le 28 avril dernier, des renseignements sûrs et concordants faisaient état d'un regroupement de présumés terroristes au nord de Chinégoda, dans la région de Tillabéri située dans l'ouest, en vue de projeter une attaque sur la localité de Bani-Bangou. Suite à ces renseignements, les forces armées nigériennes ont très rapidement dépêché une unité d'appui dans la zone afin de contrer le plan des terroristes. Après des échanges de coups de feu, les soldats nigériens ont interpellé 26 présumés terroristes, dont un blessé par balle et qui succomba à ses blessures le 29 avril, précise le communiqué. Mais en attendant leur transfert dans la ville de Bani-Bangou, proche de Chinégoda, les détenus ont tenté de s'enfuir dans la nuit du 29 au 30 avril aux environs de 4 heures du matin. Ils ont réussi à désarmer une sentinelle et à s'emparer de son arme. N'ayant pas obtempéré au tir de sommation, 24 prisonniers ont été mortellement atteints et l'un d'entre eux a pu s'échapper, relève le ministère qui a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie pour situer les responsabilités. Le Niger fait face dans le sud-est, frontalier du Nigeria, aux attaques du groupe djihadiste nigérien Boko Haram et dans sa partie ouest proche du Mali, à celle de groupes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Les attaques contre des civils se sont multipliées depuis le début de l'année. Plus de 300 personnes ont été tuées dans 3 séries d'attaques contre des villages et des campements de l'ouest du Niger.
Au Tchad, la junte au pouvoir dirigée par Mahamat Idriss Déby a nommé dimanche un gouvernement de transition pour répondre aux inquiétudes internationales et intérieures. 40 ministres et secrétaires d'État forment ce gouvernement de transition. La junte au pouvoir au Tchad depuis la mort du président Idriss Déby Itno a nommé dimanche un gouvernement de transition. L'annonce a été faite à la télévision d'État par le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandao Aguna. Un nouveau ministère de la réconciliation nationale et du dialogue a vu le jour et confié à Cheikh Ibn Oumar, ancien chef rebelle, devenu en 2019 conseiller diplomatique à la présidence. Mahamat Idriss Déby a nommé par décret 40 ministres et secrétaires d'État. Opposant historique à Idriss Déby Itno, Mahamat Ahmad Alabo, du Parti pour les libertés et le développement PLD, a été nommé ministre de la Justice. Le principal opposant, Saleh Kebzabo, ne fait en revanche pas partie du gouvernement, mais il a reconnu dimanche les nouvelles autorités et 2 membres de son parti, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau UNDR, ont été nommés au poste de ministre de l'élevage et de secrétaire général adjoint du gouvernement. Plusieurs anciens ministres du dernier gouvernement d'Idriss Déby Itno ont été reconduits ou nommés à d'autres ministères. Porte-parole du dernier gouvernement, Chérif Mahamat Zéné, est nommé ministre des Affaires étrangères, poste qu'il a déjà occupé de 2018 à 2020. Mais la plupart des ministères régaliens restent aux mains du mouvement patriotique du salut MPS, parti du défunt président, selon la liste annoncée dimanche soir à la télévision d'État. Le CMT a promis des élections libres et démocratiques dans 18 mois. En attendant, la charte de transition prévoyait la mise en place d'un gouvernement de transition dont les membres sont nommés et révoqués par le président du CMT. Précisons qu'une mission de la Commission de l'Union africaine est à N'Djamena depuis jeudi afin d'enquêter sur d'éventuelles sanctions à l'égard de la junte. L'état de siège annoncé en République démocratique du Congo dans 2 provinces de l'Est pour lutter contre les massacres de civils par des groupes armés suscite espoir et inquiétude. Une partie de l'armée régulière est en effet accusée d'affairisme et de violation des droits humains. Reportage. Le président Félix Tshisekedi doit encore détailler par ordonnance les modalités de cet état de siège, une sorte de loi martiale qu'il a annoncée vendredi pour le Nord Kivu et l'Ituri. Dans ces 2 provinces riches en minerais, les groupes armés tuent des civils par centaines, provoquant des fuites de population, plus d'1 million de déplacés en Ituri, d'après le plaidoyer du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. La proclamation de l'état de siège pourrait conduire à un transfert de pouvoir civil aux militaires dans les 2 provinces, avait suggéré lundi le Premier ministre Sama Lukonde. L'actuel gouverneur du Nord Kivu, Karli Kazivita, a remercié le chef de l'État pour sa décision qui répond à nos attentes. Je n'ai cessé de le répéter qu'à partir de Béni, le pays était attaqué par les ADF, a-t-il déclaré samedi à la presse locale. Épicentre des violences à l'Est, le territoire de Béni, à la frontière de l'Ouganda, est le fief du groupe armé des forces démocratiques alliées ADF, accusé du massacre de milliers de civils depuis 2014. À l'origine, des rebelles musulmans ougandais, les ADF sont une organisation terroriste affiliée à l'organisation État islamique, ont récemment décrété les États-Unis. Samedi soir, à Béni, un responsable musulman, le cheikh Ali Yamin, a été tué par des bandits qui ont tiré sur lui dans la principale mosquée de la ville pendant la prière du soir en plein mois de Ramadan, a indiqué un officiel, Aloïs Mouarara. Le Tchèque avait pris position contre les ADF. Au total, 122 groupes armés sont encore actifs dans l'est de la RDC, estime le baromètre sécuritaire du Kivu, KST. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, SACAJ, salue également l'annonce du chef de l'État, mais demande au Parlement d'adopter en urgence une loi pour prévenir des abus liés à l'état de siège. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a enjoint dimanche à son gouvernement d'ouvrir un dialogue avec les partenaires sociaux afin de tenter d'apaiser la colère sociale qui monte dans le pays. Les conflits sociaux se multiplient dans les services publics, à savoir l'éducation, l'administration fiscale, chemin de fer, pompiers et également secteur de santé. Reportage.
En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné lors d'un conseil des ministres d'engager un dialogue avec les différents partenaires sociaux au fin d'améliorer la situation socio-professionnelle des employés du secteur de l'éducation et de la santé selon un communiqué officiel. Grève, chômage élevé à 15% et paupérisation, flambée des prix et pénurie de denrées de base, un front social en ébullition s'ajoute désormais à une profonde crise économique née de la chute de la rente pétrolière et à l'impasse politique qui perdure depuis le soulèvement populaire du Irak il y a 2 ans. Au même moment, les agents de la protection civile, pompiers notamment, défilaient en uniforme non loin du siège de la présidence algérienne jusqu'au bâtiment de leur direction générale. Ils exigeaient la satisfaction de leurs revendications socio-professionnelles et la libération d'un des leurs arrêtés sans explication. La manifestation a été violemment réprimée par la police, selon des déclarations de pompiers relayées sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué diffusé par la presse et les télévisions, le ministère de l'Intérieur a qualifié ce mouvement de protestation d'illégal et relevant d'un complot contre le pays, des allégations récurrentes qui visent également d'autres voix dissidentes en Algérie ainsi que des médias privés. Samedi, lors de son message à l'occasion du 1er mai, le président Abdelmadjid Tebboune a averti que toute forme d'expression revendicative dans les différents secteurs devrait tenir compte des intérêts des citoyens, respecter les lois de la République et ne pas servir de motif d'instrumentalisation douteux. Le ministère de l'Intérieur a accusé les protestataires d'être poussés par des partis hostiles à l'Algérie. Plus de 600 migrants ont été secourus en 48 heures au large de la côte ouest de la Libye par des gardes-côtes. C'est ce qu'a indiqué la marine libyenne ce début de semaine. La marine libyenne a fait savoir sur sa page Facebook dans la nuit de samedi à dimanche que les patrouilles des gardes-côtes et de la sécurité des ports ont secouru vendredi dernier, au nord-ouest de Tripoli, 334 migrants clandestins de nationalités africaines. Ces migrants, qui tentaient de gagner l'Europe par la mer, étaient à bord de 4 canots pneumatiques. 2 autres groupes de 132 et 172 migrants ont été interceptés vendredi et samedi et ramenés à la base navale de Tripoli avant qu'ils ne soient pris en charge par l'organe de la lutte anti-immigration du ministère de l'Intérieur. L'Organisation internationale pour les migrations OIM a pour sa part indiqué que ces équipes avaient apporté une aide d'urgence à plus de 600 migrants interceptés au cours des dernières 48 heures. La Libye est un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants cherchant chaque année à gagner